construire quelque chose avec une agence ou avec du code, c'est complètement contre-intuitif au début de votre projet parce qu'en fait, il faut se dire que vous allez devoir jeter ce que vous avez fait. Il faut le savoir dès le début. Ça vous évitera d'investir trop de temps et d'argent là-dedans. Comme disait David Flack, les sociétés, ça meurt parce qu'elles n'ont pas assez de clients et ça ne meurt pas parce qu'elles n'ont pas assez de tech. Voilà. Évidemment, ce que je dis, ça ne s'applique pas à toutes les startups. Donc, on va distinguer 3 types de startups ou de projets innovants ici. Ceux dont la valeur repose principalement sur le service, transférer l'information d'un point A à un point B, comme Facebook, Airbnb, Tinder, des choses comme ça. Ceux dont la valeur repose principalement dans l'interface, comme Google Doc, Notion, Slide, tous les éditeurs en texte, des choses comme ça. Et ceux dont la valeur repose principalement sur une performance technologique, comme Alexa, les algos d'IA, les Google Home et par exemple WhatsApp pour des raisons un petit peu profondes, mais ont été les premiers à avoir la tech qui était suffisamment robuste pour adresser le marché du messaging à l'échelle. Mais le besoin était déjà là. Voilà, il y a des notions de deep tech, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est les trucs, les startups dont la valeur repose principalement sur une innovation type R&D, comme de la biotech, des choses comme ça. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, notre startup est un mix de tout ça, 80% de services, 10% de performance technologique, peut-être un peu d'interface. Voilà. Et c'est en fait un mélange dans ces types qui vous fera trouver la bonne combinaison d'outils pour accélérer votre business. Je ne dis pas que les outils no-code, c'est la panacée. Je ne dis pas que vous allez pouvoir tout faire, évidemment. Mais en fait, il faut savoir les mettre, focalisez-vous votre effort là où vous fournissez le plus de valeur avec votre projet innovant. L'outil, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est votre stratégie de produit en général et comment vous articulez tous ces outils-là autour. Et donc, c'est ça que je vais essayer de diffuser dans cette presse, au-delà de juste une liste d'outils qui, comme je vous l'ai dit, est déjà sur notre site, très facile à lire. Donc, cette stratégie, c'est d'abord trouver qui est son client, ensuite l'amener sur son site, le convaincre, ensuite opérer le service et enfin gérer généralement des back-office. Voilà. C'est à peu près tout ça qu'on trouve dans une stratégie produit. Voilà. Et donc, pour vous retenir quelque chose, ce n'est pas la taille de l'outil qui est important, c'est comment vous l'utilisez. Voilà, une petite blague baseuse pour commencer. Alors, qu'est-ce qui fait un bon premier produit ? Ce qui fait un bon premier produit, c'est qu'il est flexible, c'est-à-dire que vous pouvez faire des petits ajustements à ce produit sans devoir repasser un coup de fil à votre agence. Il doit être maintenable, ça veut dire qu'avec les forces que vous avez dans votre équipe, vous devez pouvoir le maintenir vous-même. D'accord ? Il doit être extensible. Ça veut dire que si jamais vous voulez rajouter une fonctionnalité, eh ben, il faut que des techs ou n'importe qui puisse vraiment la rajouter. Encore, ce qui est différent de la flexibilité qui est les petits ajustements, là on parle vraiment de rajouter une grosse fonctionnalité. Et il doit être jetable. Et c'est le plus important pour les projets innovants. Votre prototype doit être jetable. Vous devez être prêt à vous dire que dans 3 mois, vous allez tout détruire. Voilà. Est-ce que ça remplace les codeurs ? Pas du tout. Ça permet que les codeurs, du coup, ils se concentrent sur les problématiques techniques difficiles. Ils permettent de diffuser cette culture des outils techniques à toute votre société. Et le fait d'avoir une partie d'outils no-code utilisés par les équipes marketing et business et une partie utilisée par les outils tech, ça permet que du coup, les techs ils se retrouvent à coder des choses qui ont déjà prouvé de la valeur plutôt que de toujours devoir coder des choses en fait, alors qu'on n'en sait rien si ça a de la valeur. D'accord ? Donc, ce qui est très frustrant pour un développeur en fait. Donc, c'est pour ça qu'on lance notre offre d'accompagnement pour tous ceux qui veulent lancer leur projet innovant qui s'appelle Flash. Et donc, le but, c'est un programme sur mesure pour construire avec vous l'ensemble de votre stratégie, incluant la stratégie produit et incluant la mise en place et la prise en main de ces outils-là, mais dans un contexte plus large qui fera réussir votre projet et pas juste la prise en main d'outils juste pour prendre en main les outils. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter 10 types d'outils no-code et les erreurs parfois, des erreurs classiques que les entrepreneurs qui veulent les utiliser nous remontent. Attendez, je vais regarder si vous avez des questions à cet endroit-là. Donc, je vous répète les questions, mettez dans le Q&R et pas dans le chat, s'il vous plaît. Voilà. Et par contre, utilisez le chat pour le chat. Donc, si vous dites bonjour, mettez-le dans le chat, pas dans le Q&R. Donc là, moi, je ne lis pas le chat. Où est-ce qu'il est ? Bon. Est-ce qu'on peut appliquer cette logique de no-code à du no-design ?
en parlant de design assez bas niveau, le design autre que produit, le design tech. Ça, ça dépend des projets. Là, tu parles de prototypage technique, c'est-à-dire comment accélérer des choses que les développeurs font en 2 semaines en les accélérant en 2 jours. Donc oui, il y a certains outils qui permettent de faire ça, mais vu que c'est un usage plus avancé, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. Julien Masson, tu as mis une phrase dans le Q&A, mais je ne sais pas si c'est une question, donc voilà. Alors, déjà, quel outil a permis de construire les pyramides? Je vous laisse réfléchir 3 secondes, et je vais donner la réponse parce qu'il faut avancer. Mais l'outil qui a permis de construire les pyramides, c'est un outil no-code qui s'appelle Luma, d'accord? Largement sous-exploité dans les startups ou les projets innovants parce que tout le monde pense qu'il faut faire de la tech, d'accord? Et je suis le développeur qui vous en parle, mais en fait, l'outil no-code principal, c'est Luma. Je vais vous donner une histoire. Donc ça, c'est la plateforme qui aujourd'hui, c'est une startup du coup qui a codé une plateforme pour l'APHP, d'accord. Donc parce qu'on aide l'APHP sur des sujets digitaux contre le Covid. Ils ont codé cette super plateforme qui a regroupé tous les bénévoles soignants qui étaient disponibles pour aller aider dans les hôpitaux, d'accord. Ils ont codé un super truc. Il y a des filtres, il y a des machins. Ils ont adapté un produit existant. Donc il y a 10 développeurs qui travaillaient là-dessus. Alors ensuite, ils ont essayé de faire un système de missions. Les gens pouvaient soumettre des missions. Et comme ça, ils allaient faire le match entre les bénévoles et les besoins de la PHP, d'accord, les hôpitaux de Paris. Bon, alors vous allez me dire, ouais, bah super, les soignants, ils sont sortis leur téléphone, ils ont commencé à taper leurs besoins, et là, du coup, ils ont répondu sur la plateforme et les aidants sont arrivés. Et ben non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette plateforme, vu que c'était trop complète, les développeurs, les designers, ils avaient plein de fonctionnalités, mais les soignants, ils n'avaient pas tout le temps de les utiliser et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, en fait, cette plateforme, on l'a utilisée comme une base de données. Ils ont recruté 40 volontaires, ils ont monté un call center, et là, c'est le call center qui, adjoint à un Slack, a permis en fait de faire le match entre 800 volontaires soignants et des missions cruciales pour la PHP. Donc, vous pouvez lire les articles qui sont là et rejoindre la plateforme ici si ça vous intéresse d'être volontaire pour la PHP. Donc, les outils, en fait, pour amplifier le travail humain, c'est déjà d'avoir des humains, des stagiaires, des choses, ou vous-même faire des choses à la main. Vous pouvez les amplifier avec du Slack, du WhatsApp, du Zoom, des coups de téléphone. Il y a plein de startups qui se sont lancées d'abord juste en prenant des groupes WhatsApp. Vous pouvez lancer des groupes Facebook. Plein de startups se lancent en lançant des groupes Facebook d'abord, et avant qu'ils aient 18 000 utilisateurs, ils gèrent tout en cadrant et en modérant les groupes Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser vos propres documents Excel, vos documents, vous utilisez surtout votre cerveau et vos petites mains, et vous faites le travail vous-même d'abord. Et une fois que vous avez trouvé ça, certaines tâches peuvent être externalisées, donc vous pouvez scaler en fait, l'humain grâce à des plateformes comme Fiverr, Side. Vous pouvez externaliser beaucoup de choses à Madagascar avec du personnel compétent qui parle français. Vous pouvez poster des offres sur un système d'Amazon qui s'appelle Mechanical Turk, qui va vous permettre d'avoir accès en un clic à 300 personnes qui vont faire le travail que vous leur demandez. Voilà. Donc, ne sous-estimez pas l'humain. L'erreur liée, les gens qui veulent d'abord faire la tech avant de faire des choses humaines et qui veulent passer 6 mois souvent à construire une app de service avant de se lancer dans la tech, c'est qu'ils ont peur de se confronter au marché et ils pensent que construire des choses a de la valeur et permet d'aller plus vite, alors que c'est l'inverse. Même dans la Silicon Valley, là où c'est les plus tech du monde et tout ça, les investisseurs recommandent de commencer par faire des choses qui ne sont pas scalables et de les faire à la main pour apprendre ensuite comment utiliser les outils. Donc, c'est une étape importante parce que c'est le premier outil no-code que vous devez utiliser avant d'en utiliser d'autres. Voilà, je ne vois pas de questions dans le Q&A. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le Q&A, s'il vous plaît, pas dans le chat. Sinon, je ne les vois pas. Ça, c'est très intéressant. C'est un outil aussi très sous-évolué. Je vais vous apprendre à pêcher. Beaucoup plus intéressant. Peut-être le truc le plus utile que vous allez apprendre dans cette presse, c'est qu'en fait, il faut utiliser Google. C'est le deuxième outil no-code qui est très, très, très sous-exploité par tous les entrepreneurs, tous les innovateurs, tous les gens qu'on rencontre. Les gens ne savent pas utiliser Google, alors que c'est très simple. Par exemple, si je tape « outils pour construire une marketplace » sur Google, le premier lien mis en avant par Google, c'est ShareTribe, qui est l'outil que vous allez peut-être découvrir dans la 3e onglet de ma toolbox, caché si vous prenez le temps de le lire. Donc, en fait, quand vous avez une idée de quelque chose,
cherchez le savoir. Le savoir est là, il est disponible. Ça marche aussi si vous voulez créer des illustrations, des trucs du graphisme ou n'importe quoi. Le troisième lien, c'est Undoro, qui est un outil incroyable pour avoir des illustrations d'hyper haute qualité que vous pouvez customiser pour votre projet. Et ben en fait, la réponse est là, elle est là, il suffit juste de la demander. Donc n'hésitez pas à demander des choses à Google. Les petits tips, c'est un, de toujours chercher en anglais. Deux, d'utiliser d'autres bases de données comme Product Hunt ou Crunchbase. Si vous ne connaissez pas, vous irez voir, c'est des magazines dédiés aux outils. Commencez vos recherches par Tool, To ou Best Tool, To. Et ensuite, regardez les comparatifs, regardez les tutoriels vidéo sur ces outils-là pour comprendre comment marche l'interface. Et surtout, prenez le temps de les comparer et les tester vous-même. Car moi, si je vous recommande un outil mais qui ne vous va pas ou vous ne comprenez pas comment l'utiliser, il n'a aucun intérêt. Il faut que l'outil soit adapté à vos besoins et tout ça. Et vu que les outils évoluent tout le temps, en fait, il faut toujours reprendre le temps de les tester et de les benchmarker. Il y a des gens qui redemandent si on partage la présentation. La présentation, les slides ne seront pas partagés, mais le webinaire est enregistré. Vous recevrez un lien vidéo qui peut-être sera sur YouTube, je ne sais pas. C'est l'erreur que les gens font en fait en ne cherchant pas. Le biais psychologique que les gens ont, c'est qu'en fait vous avez peur de perdre du temps en bidouillant ces outils-là vous-même. Vous avez peur un peu de ne pas comprendre ce qui va arriver et vous avez peur de tester des nouveaux outils qui peut-être mettront en cause ce sur quoi vous avez déjà construit votre projet. Donc voilà, n'ayez pas peur de chercher sur Google. Le savoir, c'est de la puissance. Le fondateur de Dropbox, il le dit lui-même, c'est un produit hyper tech. Il le dit. Ne pas se lancer, faire des recherches avant, ça fait peut-être mal, mais ne pas apprendre, c'est ça qui va tuer votre projet. Donc voilà, mettez l'apprentissage et la découverte au cœur de votre stratégie produit et prototypage. Et faites les recherches vous-même sur Google, hein, ne demandez pas que à des gens, faites vraiment la recherche vous-même. Voilà, maintenant on va commencer. Après toute cette petite introduction qui peut-être vous a saoulé parce que vous vous demandez pourquoi il ne nous parle pas des vrais outils. On va rentrer dans les vrais outils. Voilà, donc ça c'est comment on fait des sites web, d'accord. Vous voyez. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne les fait plus comme ça. Et donc le premier type d'outil très très important à connaître, c'est les constructeurs de sites. Aujourd'hui, pour construire votre site, que ce soit un site vitrine, que ce soit un e-commerce, que ce soit un blog, des choses comme ça, vous n'avez pas à demander à des développeurs et il faut le savoir, il faut utiliser et tester ces outils-là. Ce qu'on appelle site vitrine, donc une landing page, c'est un site de présentation qui présente votre projet. Vous pouvez tester, ça c'est une startup que nous on a lancée, on a mis en ligne ce site en 2 heures. Il y a plein de micro-outils qui vont là-dedans. Il y a le constructeur de sites comme Strikingly ou Weblium, comme Strikingly, qui vous permettra de construire ça très facilement, qui a la prise en main très facile. Strikingly, c'est mes grands-parents qui peuvent l'utiliser. Weblium, qui vous permettra de faire des pages un peu plus designées, mais il faudra prendre un petit peu plus de temps. Et après, pour tous les petits éléments graphiques, que ce soit votre logo, que ce soit les icônes, que ce soit les images, que ce soit les illustrations et tout ça, en fait, il y a plein de petits outils qui sont très très utiles. Les images, c'est sur Unsplash, librairie extrêmement haute qualité. Les icônes, ce sera sur The Known Project ou sur Flat Icon, mais ça toute la liste dans la toolbox, vous verrez. Et ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des récolter des emails, en fait, des pages de présentation. Une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre de la pub dessus. Et si vous avez bien fait vos formulaires d'email, eh bien, vous allez récolter des emails. Nous, on a lancé pour le 1er avril une fausse startup qui s'appelle lerouleau.startupdefuck.co. Je vous encourage à aller voir, ça va bien vous faire rigoler. Cette startup, on a quand même récolté 50 emails de gens intéressés dessus, quoi. Je sais bien que c'était une blague, mais ce qui prouve que quand même dans ce genre de choses, on peut vraiment se lancer très très vite. Et sur ce projet-là qu'on avait lancé, on avait aussi récolté des emails. Donc les différents outils, je les ai déjà mentionnés, vous les retrouverez là, Strikingly, Weblium. Pour tout ce qui est e-commerce, utilisez Shopify. Je vous recommande vraiment d'utiliser Shopify avec certains plugins, en particulier le plugin Recharge qui permet l'abonnement. Strikingly a aussi de l'abonnement possible et un petit e-commerce à l'intérieur. Donc vraiment, tous ces outils-là, vous pouvez vraiment avoir le e-commerce en un clic, quoi, connecté avec Stripe. Il y a des outils un peu plus avancés qui s'appellent Squarespace et Webflow. Squarespace qui permet de faire des sites un peu plus avancés, mais qui est plus dur à prendre en main. Donc, je ne le recommande pas forcément. Webflow, c'est un outil pour designers qui permet aux designers d'aller beaucoup plus vite. Mais si vous n'êtes pas un expert du design, ça ne va pas forcément marcher.
Mais encore une fois, même, le truc, c'est tester et comparer vous-même, quoi. Donc, faites un prototype si vous voulez faire un e-commerce d'abord sur Shopify pour comparer à un autre si ça vous plaît. Faites un prototype de e-commerce sur Strikingly. Regardez ce que vous préférez. Et c'est là où vous aurez la réponse. Nous, on vous les recommande dans cet ordre-là. À chaque fois que j'ai mis les outils-là, c'est vraiment pour que vous les testiez. D'abord ceux qui sont à la première ligne et après progressivement les autres qui sont plus avancés. Je ne vous demande, ouais, n'utilisez pas Wix parce que Wix vous laisse libre niveau design. Donc, en fait, ça va vous faire donner, vous aurez plus de liberté. Donc, vous aurez envie de dire, mais ouais, mais comme ça, je vais pouvoir déplacer les trucs et machin et faire ce que je veux. Et du coup, en fait, il ne faut pas que vous fassiez ce que vous voulez. Un site web, ça doit être propre, clean, ça doit suivre une structure. Et du coup, il ne faut pas utiliser Wix. C'est très, très, très dangereux. J'ai vu personne aujourd'hui faire des sites jolis avec Wix, alors que moi, avec Weblium, alors que je ne suis pas designer, je fais un truc qui claque en 20 minutes. Donc, je ne recommande pas du tout Wix. Alors, que penses-tu de Card? Donc, Card est un autre, constructeur de landing page qui est un peu moins utilisé, qui permet de faire des sites un petit peu rigolos qui ont un seul écran. Voilà, encore une fois, il faut voir si ça correspond à votre besoin. Card fait des sites qui ont des designs non standards, qui sont principalement, comme le nom l'indique, des cartes d'invitation. Donc, ce n'est pas utilisé pour un site vitrine ou un e-commerce, des choses comme ça. Moi, je l'ai utilisé pour faire un petit carton à 50 € à envoyer à des gens. Alors, le SEO sur les constructeurs de sites. Alors, le SEO, c'est une problématique avancée, moyen long terme pour les startups. Ce n'est pas utile au début quand vous voulez vous lancer. C'est aussi une problématique experte, la SEO. Donc, il faut là travailler forcément avec des experts SEO à ce moment-là. Le SEO est peut-être un petit peu dans la tech, d'accord, parce qu'il faut que votre code derrière soit propre. Mais ça, c'est déjà le cas du coup dans Strikingly et dans Weblium et dans Shopify et dans Squarespace et dans tous ces trucs-là. D'accord ? Ils sont déjà bien configurés pour être bons en SEO. Et après, par contre, ce qui va faire la différence entre SEO, c'est votre stratégie marketing, donc les backlinks, l'analyse de mots-clés, des choses comme ça. Et ça, du coup, il faut travailler ça avec un expert. Mais encore une fois, c'est une stratégie moyen long terme, donc ce n'est pas utile dans les 6 premiers mois de votre startup. Surtout, ne faites pas ça, quoi. Voilà à quoi ça ressemble l'interface de Launchaco, c'est un très bon truc aussi. Alors oui, certains mentionnent WordPress et Elementor, que ce que nous on utilise sur notre site. WordPress n'est pas fait pour un entrepreneur qui se lance et qui ne sait pas coder vraiment, quoi. Il faut faire des tutoriels assez intensifs. Il faudra une semaine peut-être pour réussir à faire des choses bien sur WordPress si vous n'êtes pas codeur. Donc, alors que Strikingly, vous avez vraiment votre site en ligne en 2 heures. Donc en fait, WordPress, ça vient plus tard. C'est des projets qui sont, si vous voulez lancer un magazine, des choses comme ça. Mais d'abord, faites un premier truc avec Strikingly et ensuite parlez à des gens qui sont experts WordPress pour vous guider. Ne vous lancez pas tout seul dans WordPress. C'est un peu une usine à gaz très, 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 très puissant, évidemment. Il faudra l'utiliser plus tard, mais pas dans vos 3 premiers mois. Weblium, c'est un constructeur de site. Quelle est la différence entre Weblium et WordPress? Weblium est un constructeur de landing page pour faire des très beaux designs très très vite. WordPress, c'est une super plateforme de construction de sites avec plein de plugins, plein de thèmes qu'il faudra configurer dans tous les sens et vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez avec. Donc Weblium va vous aider à faire rapidement un truc simple, hyper joli, tandis que WordPress ne va pas vous aider du tout. Et d'ailleurs, WordPress, rien qu'à le déployer, il faut déjà avoir un peu des notions. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc nous, en fait, ce que j'ai mis là, c'est les outils que nous recommandons aux entrepreneurs qu'on voit. Donc, on en voit vraiment beaucoup par an. Et en fait, à aucun, je leur recommande un WordPress. Aucun. Il n'y en a pas. Ça n'arrive pas, en fait. Ça n'arrive pas. C'est vraiment, si quelqu'un vient voir en me disant je veux lancer un magazine, je veux lancer quelque chose en ligne qui vraiment aura un but d'être traduit en plusieurs langues et tout ça, et vraiment que du contenu, ma valeur ajoutée, là, on va le former à WordPress et des choses comme ça. Mais c'est vraiment très spécifique. Ça ne concerne pas du tout la majorité des gens qui veulent juste lancer leur premier site en ligne. Ouais, alors voilà, je vais répondre à ta question, Arthur. Une erreur très classique des gens quand on leur parle de site vitrine, site de présentation, comme ça, c'est qu'ils nous disent moi, je vais être original, je vais prendre une agence, je vais prendre des super graphistes qui vont faire un super logo, qui vont faire des animations et qui voilà, va être différent. Mon site, il va ressortir.
Et en fait, ça, c'est ne pas comprendre l'intérêt d'un site. Un site web, c'est un exercice de communication et pas un exercice de design. Donc, c'est un peu comme, ça doit suivre une structure qui est le storytelling en fait classique d'une société qu'on appelle, c'est la structure des pitchs, c'est la structure d'une landing page canonique. C'est pour ça que tous les sites que vous voyez de startups se ressemblent dans l'aspect linéaire, avec d'abord un gros héros, des bénéfices, des machins, des trucs. C'est pour faciliter en fait la comparaison, l'assimilation par le cerveau et des choses comme ça. Disney, quand il relance un dessin animé, il ne change pas la structure de l'histoire. Je ne sais pas si vous regardez des Disney, mais c'est toujours la même structure de l'histoire. Après, ce qui change, c'est les détails à l'intérieur. Ben, c'est pareil avec une landing page. Votre landing page, c'est un dessin animé, ça raconte une histoire. Il faut suivre la structure de l'histoire. Il ne faut pas essayer de réinventer la chose. Il ne faut pas mettre d'animation. Faut être bon, précis dans les détails et tout ça. Donc, la réponse, c'est il faut suivre une structure canonique. Nous, on a écrit un guide là-dessus. Je vous encourage à aller le voir si vous voulez. Il y a le lien qui est là, mais on vous renverra tout ça. C'est sur notre site aussi, voilà, et qui détaille qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre page de présentation de projet à chaque étape. Julien Masson, penses-tu que les outils no-code peuvent s'appliquer aussi à des PME et pas uniquement des startups en cours de création? Oui, tout à fait. Tout ce que je mentionne là, c'est pour n'importe quel projet innovant, que ce soit une startup qui est en train de se créer, que ce soit une PME qui veut lancer de nouveaux produits ou digitaliser une partie de son activité ou améliorer certains bouts de son système IT. Voilà. Nous, on utilise tous ces outils-là avec des grands groupes aussi. J'ai déjà utilisé ces outils-là pour lancer des systèmes internes dans un département de 300 personnes dans un grand groupe. Vincent, si le SEO n'est pas conseillé les premiers mois, comment conseillez-vous d'augmenter sa visibilité en ligne lors du lancement? Ce n'est pas le sujet de ce webinaire, on en parlera peut-être une autre fois avec des stratégies d'acquisition. Peut-on avoir la même approche no-code pour une plateforme B2B type réseau social d'entreprise? Les attentes plus importantes en termes de sécurité, UX design, je vais y venir après, ça c'est plus tard. Et quelqu'un mentionnait un autre type de e-commerce, Odolo, quelque chose comme ça, je ne connais pas, moi je l'utilise, on ne recommande que Shopify. Voilà. Outil numéro 4, les formulaires. D'accord. Donc, vous avez déjà vu, formulaire, c'est souvent associé à ce que j'ai mis là en image de fond, qui est les surveys, en fait, des sondages. Or, il n'y a pas que ça, il y a plein de formulaires partout sur tous les sites sur lesquels vous allez pour récolter des emails, pour pouvoir s'inscrire à un webinar, pour pouvoir diagnostiquer si on est la bonne personne pour répondre au service ou si le service est fait pour moi. Voilà. Et en fait, si vous réfléchissez, la majorité des services web avec lesquels vous interagissez, WhatsApp, Facebook, tous les réseaux sociaux, choses comme ça, en fait, souvent, c'est juste un enchaînement de formulaires et d'informations qui sont l'information que vous donnez et ensuite d'informations que vous recevez, que ce soit par mail ou par élément graphique. Mais donc, en fait, les formulaires sont partout, sont très, très utiles et ont plein de subtilités un petit peu différentes. Et voilà. Donc ça, c'est très important de bien connaître les outils de formulaire pour ne pas les coder soi-même. C'est complètement inutile de faire perdre du temps à un développeur pour coder un formulaire parce qu'en fait, il y a plein de petits détails dans l'interface, dans les choix, dans les trucs que si fait que si le recode, en fait, vous avez juste perdu 2 jours de code d'un bon développeur, peut-être 1 jour de code d'un designer et le formulaire ne sera pas aussi bien que ce que vous auriez pu faire avec un outil glissant. Donc ça, on les recommande très, 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 très souvent. Les 2 premiers, c'est les formulaires qui sont déjà intégrés dans Airtable, qui est un outil dont je vais vous parler après. Il y a Jotform, que je recommande énormément, qui est pour moi le leader à la fois en termes de fonctionnalité et en termes d'extensibilité et de design. Il est mieux, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Typeform, qui est quelque chose qui est reconnu au monde des startups comme le type de formulaire super stylé et tout, mais attention, on a testé sur un cas où on a changé Jotform avec Typeform et notre taux de conversion il a été divisé par 5. Donc en fait, ce qui est apprécié des start-upers parce que c'est un joli design, mais en fait une très mauvaise UX quand vous parlez à des personnes lambda qui maîtrisent mal le digital. Donc Typeform, ça ne marche que si vous êtes une start-up et que vous vendez des choses et que vous voulez l'utiliser sur des start-upers ou des digital natives. Mais sinon, il y a plein de petits… En fait, l'UX est trop moderne et trop avancé. Ils sont allés trop loin dans leur délire et en fait, ça perd en conversion comparé à des trucs plus simples comme les formulaires Airtable ou Jotform. Les formulaires Airtable ont l'intérêt d'être directement connectés à votre base de données sur Airtable, on le verra après, ce qui rend pas mal de choses pratiques. Il y a un outil qui est très intéressant à connaître qui s'appelle GoCanvas, qui vous permet de déployer plein de formulaires en offline, des formulaires assez complexes. Si vous voulez par exemple construire toute une application d'état des lieux
en interne à votre boîte pour qu'ils puissent faire l'état des lieux des voitures ou j'en sais rien, des choses comme ça, prendre des photos et que toute l'information remonte et que ce soit synchronisé, etc. GoCanvas, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et après, il y a tout ce qui est les constructeurs de chatbots que j'ai mis dans la catégorie formulaire parce qu'en fait, si vous réfléchissez, un chatbot n'est rien de plus qu'un formulaire interactif mais qui est dispatché via Messenger ou via d'autres systèmes. Et là, il y a Chatfuel qui est un des leaders pour construire un système de chatbots, du coup, qui sont des parcours conversationnels. Et il y a Landbot, que je vous recommande d'aller voir, qui est très sympa, très fun, qui a beaucoup de fonctionnalités, qui permet d'être intégré dans votre site, qui permet d'être déployé sur WhatsApp, qui permet d'être déployé sur Facebook Messenger. C'est vraiment une très belle startup qui permet de faire des choses assez complexes, assez pointues, assez extensibles. Donc voilà. Ne pas trop utiliser des outils de sondage pour mettre dans votre site. Voilà. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est Jotform. Ça permet de faire des jolis petits formulaires avec des icônes comme ça. Les gens, ils cliquent, ils sont contents, ils comprennent bien. Ça marche sur mobile, évidemment, ce qui est un grand avantage. Ça s'intègre dans votre site en copiant-collant un lien pour pouvoir avoir un joli formulaire. Et l'avantage, c'est que du coup, là, si vous voulez faire une modif, eh ben, c'est les équipes marketing qui font la modif et pas les techs. Donc, vous avez vraiment gagné beaucoup de temps. Ça, c'est les formulaires Airtable qui permettent de mettre du nom, nom, prénom, champ requis. Vous pouvez rajouter des photos, des fichiers, plein de choses. Et vous voyez, c'est très simple, hein, c'est juste des champs. Et ben, vous verrez que ça peut faire vraiment le travail dans une grande majorité des cas. Ça, c'est Landbot. Donc, Landbot, c'est des flows plus complexes avec plein de petits blocs. Vous allez pouvoir appeler des API, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Voilà, donc plus puissant, donc forcément plus complexe. Voilà, attention quand vous l'utilisez. Un vrai exemple de tout ça. Donc, c'est une application qui voulait se lancer en Afrique pour aider les gens à retrouver en fait des postes d'échange d'argent qui étaient disponibles pour voir où l'argent était disponible à côté de chez eux. C'est un projet entrepreneurial qu'on a accompagné qui est maintenant sur le terrain à Abidjan avec plusieurs milliers d'utilisateurs. Et en fait, eux, au début, ils voulaient coder vraiment l'application. Nous, on leur a dit, mais non, tu ne vas pas coder l'application, il va falloir que tu la codes, que tu la déploies, ça va prendre hyper longtemps et tout. Donc, tu sais quoi, on va te former à Chatfuel. Et là, dans Chatfuel, tu vas comprendre qu'il y a des fonctionnalités pour récolter la géolocalisation. Puisque c'est déjà intégré dans Messenger, ça a déjà la fonctionnalité de géolocalisation disponible et c'est déjà dans une app que la personne utilise sur son téléphone. Et donc ensuite, après, on l'a formé à ça, ils ont construit tout leur système là-dessus. Et après, derrière, ils ont automatisé certaines parties du back-office pour avoir l'illusion d'une application réelle. Voilà. Mais ils ont déjà eu du coup leur centaine de premiers utilisateurs avec ça. Et là, ils ont lancé l'application. Et comment ils ont lancé l'application? Ils ont juste inclus en iframe leur chatbot dans l'application. Donc l'application vraiment sur les App Store n'est qu'une coquille en fait qui contient ce qu'ils ont construit avec le chatbot. Voilà, donc ça peut aller très très loin. C'est pas juste des petits formulaires. Je regarde vite fait les questions. Si vous en avez, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les marketplaces. On va y venir après. Vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les formulaires? Non. Non, je ne vois pas de questions. Ok. Outil numéro 5, c'est un petit outil, je vais mentionner très vite, histoire d'écarter le sujet, c'est tout ce qui est l'envoi et la réception de messages, que ce soit des mails ou que ce soit des textos. D'accord. Il faut utiliser, la réponse va être très simple. D'accord. Il faut utiliser Mailjet. D'accord. Si vous lancez sur votre projet, vous hésitez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut prendre entre SendGrid, entre Mailgun, entre machin, mes trucs, vous ne posez pas la question, il faut utiliser Mailjet. Ils ont plein de problèmes, d'accord. Il y a plein de mini-bugs, il y a plein de galères d'UX, il y a plein de choses, mais vraiment, c'est un tout en un qui permet de tout faire bien. Ça permet de faire des newsletters, ça permet aux équipes marketing de customiser des dizaines d'emails différents, ça permet de faire des templates qui sont dynamiques et donc vous pouvez ensuite les activer, on va voir après, avec des variables dynamiques, donc faire des emails personnalisés à plein de personnes très rapidement. Les templates d'emails sont responsive, donc ils s'affichent bien sur mobile, ils s'affichent bien sur desktop, ils s'affichent bien partout. Le truc est complètement RGPD de partout. Ils ont en plus rajouté une API de texto, donc vous allez avec un seul service pouvoir non seulement faire des emails, mais ensuite faire des textos et tout ça. Donc voilà, no-brainer. Si vous ne savez pas, prenez Mailjet, franchement, je recommande. Voilà. Il y a un autre
outil qui s'appelle Twilio, qui permet d'envoyer des textos ou de créer des adresses de numéros de téléphone et ensuite d'envoyer des appels automatiques avec des numéros de téléphone, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu plus avancé, c'est une API tech. On va voir comment l'intégrer sans coder juste après. Mais voilà, il faut savoir que ça existe si vous voulez par exemple automatiser des appels, vraiment des appels automatiques, quoi. Mailchimp, faites attention, pour certains d'entre vous qui le connaissent peut-être, ça ne fait que la newsletter parce qu'historiquement, ils avaient séparé ça du transactionnel et tout. Donc, en fait, vous pouvez vous retrouver bloqué. Ce n'est pas du tout aussi flexible que Mailjet et l'interface, ce n'est pas franchement mieux. Voilà. Donc tous les autres, ils sont un peu plus tech. L'erreur que j'ai déjà vue encore récemment, c'est d'abord pour commencer nos emails, ce qu'on va faire, c'est les donner aux designers. Les designers et les graphistes, ils vont nous faire des beaux emails. Et ensuite, on va voir comment les intégrer en HTML. Donc, il faut savoir que les emails, c'est un enfer à intégrer en code. C'est vraiment quelque chose de très, très difficile, même si ça a l'air simple, pour que ça marche sur Outlook version 1995, sur les webmails Firefox, sur les webmails Apple et tout. Donc, en fait, c'est vraiment le pire vraiment investissement temporel que vous puissiez faire de coder vos propres emails. Donc, même si vous avez une équipe de tech, moi, je vous encourage à faire passer sur Mailjet, transférer tous vos templates sur Mailjet, les configurer là-bas et ensuite les appeler avec une API et changer les champs dynamiques avec l'info qui vous convient. Mais vraiment, n'envoyez pas ou ne codez pas de design web. Est-ce que d'autres questions là-dedans? Sendinblue, c'est pareil, c'est un outil un peu technique. Franchement, moi, Mailjet, j'ai pas vu d'équivalent pour l'instant. Après, voilà, il faut tout le temps tout benchmarker, mais ça marchait pas bien. Voilà, ça c'est un problème qu'on rencontre très souvent et là vous allez commencer à entrer dans le dur des outils no-code. Là, on va commencer un petit peu en complexité. Pascal, je ne peux pas cliquer sur ton lien, donc si tu veux m'expliquer quelque chose, pose-moi la question. Là, c'est ce que vous avez souvent quand vous gérez votre back-office interne, d'accord, votre donnée. Il y a des Excel dans tous les sens, il y a des gens qui ont mis des couleurs, vous avez le reste de la paperasse, vous avez une Dropbox. L'autre gars, à l'autre endroit, il a créé un autre truc de facturation sur Excel, voilà. Et en fait, tout ça, en fait, ce que ça dit pas, c'est que c'est des outils déconnectés, alors qu'en fait, ils partagent de la donnée interconnectée. D'accord ? Donc là, il y a un problème. Alors, il y a plein d'outils qui permettent du coup d'organiser sa donnée et de bien la mutualiser. Le premier s'appelle Airtable. Donc là, vraiment, ça, c'est notre outil cœur. C'est le truc. Ça a changé ma vie. C'est tout. C'est fantastique. Voilà. C'est une base de données en ligne qui permet de résoudre tous les problèmes qu'a Excel quand il s'agit d'interconnecter différents flux de données. Elle permet de coder des images, elle permet de faire des vues responsives pour plein de gens. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Il y a des alternatives qui s'appellent TimeTonic, qui est plus complexe, mais qui a plus de fonctionnalités, mais qui a une UX un peu beaucoup plus complexe, qui est faite que pour des tools internes. Clay.run qui vous permettra aux développeurs de mettre en place un mini Airtable pour aller plus vite. Il y a Stacker qui vous permettra de rajouter des logins utilisateurs à Airtable avec beaucoup de limites pour prototyper des choses. Il y a un outil qui s'appelle Notion qui permet de créer des wikis, des intranets et des back-office pour organiser votre donnée. Mais là, ça ne marchera qu'en interne. Vous ne pourrez pas faire de formulaire dynamique ou de choses comme ça. Alors que Airtable, vous pouvez faire quelque chose de dynamique qui est avec l'extérieur. Et enfin, bien sûr, il faut bien utiliser Google Drive. Voilà. Donc l'erreur, c'est d'utiliser Excel quand on a de la donnée qui est interconnectée. Voilà à quoi ça ressemble Airtable. C'est vraiment, vraiment, investissez du temps là-dedans, plongez-vous dedans, tous individuellement. Vous regretterez pas les 2 heures que vous passerez à suivre notre tutoriel sur YouTube qui explique comment s'en servir. Suivez un tutoriel au début parce que vous allez passer à côté de plein de mini-fonctionnalités. Mais une fois que vous les avez vues, vous connaîtrez tout par cœur. Voilà, c'est joli, c'est ergonomique, la donnée sera bien structurée, vous pourrez configurer des accès, des permissions, il y aura des formulaires intégrés pour pouvoir remplir la donnée, vous pouvez rajouter des fonctionnalités supplémentaires avec ce qu'on appelle des blocs, donc des fonctionnalités en plus. Voilà, ça c'est TimeTonic, donc c'est exactement pareil, mais seulement voilà, c'est fait en France, enfin c'est fait en France du coup. L'UX c'était pas le focus, le UX c'est plutôt les fonctionnalités, c'est utilisé par des grosses PME ou des grands groupes pour se faire des back-office custom. Là, vous pouvez demander à le déployer on-premise si vous voulez dans votre société. Moi, personnellement, je fais souvent en fait un peu plus confiance aux boîtes tech, très tech US pour bien crypter leurs données, pour avoir des bons développeurs qui font très attention à ça. Donc, je suis aussi à l'aise à filer mes données à Airtable qu'un truc full français, RGPD
comme Time Tonic. Il n'y a pas de différence, mais je sais que c'est un débat qui arrive souvent. Je vous encourage voilà, à prendre le risque. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur Airtable? On va voir après des usages d'Airtable, hein, comment construire des marketplaces avec, des choses comme ça. Voilà, Litmus, un outil HTML responsif pour les emails. Alors celui-là, je ne le connais pas du coup, mais j'irai le tester. Merci. Voilà, donc autre problème, souvent, il y a des gens dans votre équipe, dans une startup ou n'importe quoi, ils font des copier-coller de choses. Vous avez une liste d'emails, il faut leur envoyer 100 emails. Vous avez une liste de machins, il faut faire 100 fois la même action. Dès que quelqu'un s'inscrit, il faut toujours lui renvoyer le même truc. On fait du copier-coller. Voilà. Alors ça, c'est bien au début pour comprendre ses utilisateurs, mais quand on l'a fait sur les 100 premiers utilisateurs, on a envie d'automatiser certaines choses. Donc pour ça, l'outil 6, c'est des outils qui permettent de se connecter les outils entre eux et d'automatiser des interactions. Donc, l'outil principal s'appelle Zapier, un outil exceptionnel qui est utilisé en conjonction avec Airtable, permet de construire des parcours en fait, d'automatisation et de formulaires et de données qui font l'illusion qu'il y a une vraie application derrière qui fonctionne complètement. Je vais décrire comment ça fonctionne dans un instant. Il y a Integromat qui a plus de fonctionnalités, mais qui est un peu plus compliqué à prendre en main, qui permet de faire des boucles, des choses comme ça. C'est pas possible de faire nativement avec Zapier. Et voilà, pour les gens qui sont le plus avancés dans cette salle, sachez que en fait, Zapier est extensible. Le premier truc que j'ai mentionné au début. Là, vous pouvez intégrer des bouts de code avec de l'Amazon Lambda à l'intérieur de Zapier, ce qui vous permettra aux endroits où Zapier ne permet pas de faire ce que vous voulez, en fait, de mettre un bout de code qui là fera ce que vous voulez. Donc, en fait, comme ça, vous allez pouvoir construire toute la structure de vos automatisations et juste à l'endroit où il y a un truc un peu plus avancé à faire, là, faire travailler le développeur. Il y a aussi quelque chose de très fort avec Zapier, c'est que vous pouvez créer vos propres intégrations. Donc, vous pouvez, vos API à vous, les intégrer dans une interface que les gens pourront configurer eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça c'est très très puissant pour ceux qui ont compris ce que j'ai dit. Voilà. Donc Zapier, c'est ça, c'est très simple. C'est vous dites, ok, quand là il y a quelqu'un qui remplit mon formulaire sur Airtable, là je vais cliquer sur plus et là je vais configurer, mais très facile, il n'y a pas besoin de coder, je vais configurer mon Gmail pour qu'il envoie tel email au gars avec tel champ dynamique qui sont déjà configurés. Ensuite je vais paramétrer une attente, donc dire ok là tu vas attendre pendant une semaine. Et là, après une semaine, par exemple, tu vas générer un PDF sur Google Drive et envoyer une facture à je ne sais pas qui, en connectant du coup QuickBooks, c'est une petite facture en connectant Google Drive. Ça c'est vraiment quelque chose en fait d'extrêmement puissant, extrêmement flexible. Et là, vous allez rentrer dans un deuxième niveau d'outils qui sont tous les outils qui sont accessibles via une intégration Zapier. Et alors là, du coup, vous n'êtes pas au bout de vos joies, n'est-ce pas? Mais en fait, vous pouvez configurer plein de choses. Votre CRM, votre base de données existante, vos outils marketing, la manière dont vous êtes sur Analytics, et vous allez pouvoir configurer tout ça. Donc là, vous pouvez être perdu vis-à-vis de la flexibilité de tout ça. Il faut savoir que donc, maintenant qu'on a vu ça, donc Airtable, Zapier, Mailjet, vous avez vu les trucs les plus importants. Et là, ce que je vais vous rajouter après, c'est plutôt voilà, du petit truc un peu rigolo. Mais vous avez vu les trucs qui peuvent vraiment changer votre vie. On a construit des marketplaces qui génèrent 500 000 euros annuels sur des outils comme ça, en fait. Parce qu'on a réussi à configurer les outils pour qu'on intègre des formulaires Airtable dans le Strikingly. Là, on automatise, quand les gens s'inscrivent, la mise en relation et l'envoi des différents emails. Comme ça, le match entre les gens est fait et après, ça leur envoie automatiquement des factures avec Mailjet. D'accord? Et du coup, ce système-là, qui ressemble un petit peu à ça, si vous voulez. D'abord, là, il y a les objets qu'on peut acheter. D'accord? Il y a un formulaire d'achat quelque part fait sur Airtable. Et là, après, une fois que le gars a un peu payé, et ben, pouf, ça lui envoie un email où il y a les informations de contact pour prendre contact avec la personne. D'accord? Vous allez me dire, ok, bon, sympa, mais ouais, ça scale, ça scale complètement. Il y a 10 000 utilisateurs tous les 6 mois sur ces plateformes-là. Ça marche très bien. Ils n'ont jamais eu à coder le truc. Airtable, ça permet aussi de faire des assistants, des back-office. Moi qui suis codeur aujourd'hui, en fait, je ne code plus de back-office. Je fais tout pour mes premiers prototypes sur Airtable. Ça permet d'itérer très vite et tout ça. Et après, en fait, je fais des fronts qui intègrent au maximum ce truc-là, puisqu'il y a une API dans Airtable. Donc, comme ça, on a construit des back-office d'assistants vocaux.
Il y a beaucoup de gens qui construisent des systèmes d'invoice, de facturation interne et sur mesure pour leurs besoins parce que les outils existants ne conviennent pas. Donc, ils réussissent à construire des choses extrêmement avancées qui automatisent et structurent bien tout leur processus de facturation. On a construit des applications avec de l'IA qui mêlait Airtable, du code natif et un algorithme d'IA déployé en professionnel. Et voilà, et ça a permis d'avoir la partie sur Airtable. Ça a permis d'avoir toute l'équipe qui devait rédiger le contenu de ce diagnostic. Et ben, ils avaient la main sur ce truc-là et c'était hyper intuitif. Ils pouvaient rajouter des choses et tout ça. Si vous voulez plus d'histoire sur l'automatisation et comment on peut configurer ces outils-là pour faire des marketplaces ou n'importe quoi, on a écrit un article où il y a plein de gens qui vont raconter des use cases dans leur boîte. Là, vous allez sûrement me poser la question des limites de tout ça. Et ben, le diable est dans les détails. Il faut aller se battre avec ces outils-là. Il faut comprendre et tout ça. Moi, je les vois comme des des bonnes contraintes. C'est-à-dire que les gens qui veulent faire des choses trop perfectionnistes, en fait, ils se trompent dans l'exercice de l'innovation. D'accord ? Il faut utiliser les limites de ces outils-là pour justement pouvoir se concentrer sur ce qui fait notre valeur ajoutée au début et ensuite on codera plus tard les choses nécessaires. Ouais, j'enverrai tous les liens que j'ai mis là. Voilà. Marwan, je ne comprends pas ta question. Les questions dans le Q&A, hein, s'il vous plaît, sinon je ne les vois pas. Voilà, donc ça c'est très important de connaître tout ça. On a des articles, des vidéos là-dessus. Regardez-les, plongez-vous dans Airtable et Zapier, c'est vraiment les meilleurs outils à connaître. Ensuite, voilà, donc là c'est un peu plus des petits trucs, je vous le mentionne parce que ça revient souvent, c'est un peu les choses qui sont soit souvent, soit un petit peu de valeur rigolote. L'outil pour permettre de générer des documents. Mireille, si tu es là et que tu nous regardes, on peut générer automatiquement des PDF, des documents à partir de trucs de Canva qu'on aurait déjà fait nous, en fait, et là, pré-remplir, en fait, donc ça marche pour des factures, mais ça marche aussi pour n'importe quel type de document visuel qui peut en fait être présenté sous forme de slide PowerPoint. Dans les slides PowerPoint, vous pouvez changer la taille des slides en fait pour arriver à faire des étiquettes, pour arriver à faire des cartons d'invitation, pour arriver à plein de choses. Et en fait, après, vous allez pouvoir automatiser la génération de ces documents avec Zapier. Donc, vous allez mettre des champs dans Airtable. Là, j'ai configuré des automatisations Zapier qui vont ensuite construire les PDF. Et après, vous allez pouvoir envoyer ces PDF-là aux personnes que vous voulez. D'accord ? Pour ça, il y a un outil qui s'appelle FormStack Documents, qui nécessite un petit temps de. Voilà, je pense qu'il faut être accompagné de quelqu'un pour le prendre en main la première fois. Mais en fait, une fois que vous l'avez pris en main, après, c'est très facile. C'est juste que leur documentation est un peu mal faite, quoi. Et ça permet de générer vraiment des PDF complexes avec des pages qui s'affichent que dans certains cas, des images qui sont remplacées en temps réel, des choses comme ça. Sinon, il y a l'intégration Zapier, Google Slide ou Google Doc qui contient déjà des systèmes basiques de génération de documents. Integromat contient une intégration Excel et Word qui peut être utile parfois si vous êtes dans un contexte B2B ou que c'est plutôt Word plutôt que Google Doc que vous voulez utiliser. Et enfin, il y a plein de solutions de facturation comme QuickBooks, Xero, qui ont des intégrations avec Zapier pour générer des factures. Voilà, donc voilà ce que ça ressemble. Ça, c'est le template à la base. Vous voyez qu'il y a des tags comme ça, genre $adresse. Et une fois que le web merge a été déclenché, et bien on voit que l'image a été remplacée, le texte a été changé, etc. Ok, enfin, bon, ça, voilà, j'y vais rapidement, mais voilà. Ça, c'est le process normal pour construire une app. D'accord ? Faire des mock-ups, il faut faire designer les mock-ups, il faut créer l'architecture du site, il faut coder le site. Ensuite, il faut déployer sur les App Store, il faut rajouter les certificats iOS pour envoyer des notifs et il faut débugger tout ça. Donc, en fait, avoir une app sur l'App Store, ça prend 3 mois. Voilà. Il existe des outils qui vous permettent, et c'est ça qu'on entend souvent par no-code ou low-code, qui permettent de construire des applications sans coder, juste en déplaçant des blocs. Il y en a, moi, ce que je vous recommande quand vous voulez faire une application, déjà, c'est vous demander est-ce que j'ai vraiment besoin de ces outils-là ? Est-ce que ma valeur est dans l'interface ou est dans le service ? Si la valeur est dans le service, il vaut mieux essayer de se débrouiller avec Airtable, Strikingly et Zapier pour atteindre ce que vous voulez faire et l'automatiser. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus efficace. Si ce n'est pas le cas, il y en a deux. Il y a Adalo qui vous permettra de créer des applications assez simples de transfert d'informations avec un petit peu de trucs de paiement.
et de les publier soit sur l'App Store, soit en ligne. Donc, ça marche aussi pour les App Store. Et c'est vraiment accessible. L'interface est fantastique, c'est génial. C'est pas encore très extensible. Le truc est sorti il y a 3 mois, donc bon, soyez prêts. Il faut peut-être demander à quelqu'un qui s'y connaît avant, parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Il n'y a pas encore l'extensibilité nécessaire. Ça arrivera peut-être dans 6 mois, c'est un peu early. Et sinon, il y a Bubble qui est très connu. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus, qui permet en fait de coder dans une de déplacer des blocs et de coder votre propre application comme vous le voulez. Mais c'est une web app. Donc, ils sont en train, je crois, de développer des apps, le système d'app mobile, etc. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, aujourd'hui, c'est juste un site web en ligne comme votre site web Facebook ou LinkedIn. Et il faut savoir que ce n'est pas forcément responsive, donc ça ne marche pas forcément bien sur mobile. C'est un petit peu compliqué à faire. Mais Bubble est très extensible. Donc, ça vous permet, si vous plongez dedans, si vous suivez les tutoriels, de pouvoir coder n'importe quoi. Presque n'importe quoi. D'accord ? Et là, vous aurez un login, vous aurez la flexibilité sur le design, donc c'est beaucoup plus puissant. Il y a un écosystème de plugins, vous allez pouvoir le connecter à plein de choses, des API et tout. Bubble, ce n'est pas vraiment du no-code. D'accord ? Ils le mettent comme ça parce que c'est marketing, mais en fait, c'est du low-code. C'est-à-dire que pour bien utiliser Bubble et bien configurer, faire l'architecture et ensuite le faire évoluer, il faudra qu'il y ait un moment un expert technique ou quelqu'un, enfin un soutien technique dans votre équipe. Voilà. Et voilà, donc attention à prendre cette route. Voilà, il faut savoir qu'il y a quelque chose que j'ai pas mis là, mais c'est des templates zéro code. Donc c'est un site de template Bubble. Donc c'est par exemple Airbnb déjà configuré. Vous l'achetez, vous le mettez sur Bubble et vous avez toute une marketplace type Airbnb qui est déjà fonctionnelle. Et vous n'avez plus qu'à adapter ce qu'il y a sur Bubble pour le faire fonctionner. Donc nous, on a des amis qui étaient un peu digitaux, qui sont plongés là-dedans. Ils ont poncé le truc pendant une semaine à fond. Et à la fin, ils avaient réussi à sortir leur marketplace à eux, qui était dans le sport, à partir d'un template, en adaptant un template sur zéro code. Ils ont eu leurs premiers utilisateurs et ils ont même revendu la boîte qui du coup contenait que ça comme produit. Encore, le gars, il n'était pas tech, c'était un mec d'école de commerce, un ami de David. Et donc, oui, on peut monter des marketplaces opérationnels sur Bubble, mais sachant qu'il y a aussi ShareTribe, qui est l'outil que j'ai montré tout à l'heure pour les marketplaces, que j'ai montré dans la recherche Google, qui permet de configurer une marketplace fonctionnelle en 2 heures. Donc, pour les marketplaces, regardez dans la toolbox aussi, on a mis il y a plusieurs solutions pour les marketplaces. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Alors, Glide, il y en a qui mentionnent Glide Apps. Oui, c'est vrai qu'il y a Glide qui permet de faire des petites apps de contenu assez simples à partir d'un template Excel. Moi, je le trouve, du coup, je n'ai pas trouvé d'usage encore parce que c'est trop simple, peut-être, pour moi, pour les projets qu'on a rencontrés. Donc oui, je l'ai vu, je l'ai testé, mais j'ai vu que je l'ai pas encore, j'ai pas recommandé à personne. Finalement, pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être intéressant de le checker. Encore une fois, la recherche Google est votre meilleur ami. Tout ce que je dis, de toute manière, dans 6 mois, il y aura des startups nouvelles qui seront sorties. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quelqu'un veut une recommandation particulière sur la création d'un forum payant. Ah bah alors du coup, là sur les forums, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément, on n'a pas forcément eu le cas, parce qu'aujourd'hui les gens utilisent plutôt des groupes Facebook et des choses comme ça. Donc il faudrait comprendre bien quelles sont les interactions nécessaires dans ton forum, quel est le médium que tu veux utiliser. Mais c'est possible effectivement que Bubble ait des choses pas mal, ou d'autres. Peut-être qu'il y a des outils de forum existants qui ont des fonctionnalités de paiement. Moi, j'irai chercher ça aussi. Mais je ne connais plus très bien les forums parce que c'est un peu mort avec Reddit ou des choses comme ça. Donc là, il faudrait… Voilà. Après, ça, c'est des solutions génériques. Chaque besoin est unique, évidemment. C'est ça qui fait l'intérêt de tout ça. Et donc, il faudrait rentrer dans le détail de ton projet de forum pour tester, voir quelle est la bonne combinaison d'outils. Mais là, comme ça, j'en ai pas qui m'en en tête. Voilà, ça ressemble à Dalo pour que vous voyez à quel point c'est joli, simple, efficace. Même pour faire du design, moi je l'utilise aujourd'hui pour prototyper des designs vu que je ne sais pas designer. En fait, je vais là-dessus, je crée mon application et après j'ai des jolis designs du coup. Et ça va plus vite en fait que si j'utilisais des outils de designer ou de prototypage. Donc ça c'est assez rigolo de détourner ces outils-là. Le landscape du no-code, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont parlé du no-code, qui sont des outils à destination des développeurs ou des entreprises pour qu'ils aillent plus vite dans le déploiement de leur application, mais toujours avec du code.
Donc ça, c'est un écosystème, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais là, je vous ai mis la petite carte avec tous les outils à aller checker. Donc là, il y a Mendix, Appian, Microsoft, il y a des trucs, mais là, on parle de software qu'on appelle Enterprise, donc des trucs qui coûtent des licences à 10 000 euros l'année, des choses comme ça. Ça, c'est très, très bien. Il y a des très, très grosses boîtes très stylées là-dedans, mais ça n'intéresse pas forcément les jeunes entrepreneurs. Voilà, il me reste 1 minute. Si, là, je vois qu'il je ne vois pas d'autres questions, donc je continue. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez-y, allez-y, c'est la fin. J'en vois pas dans le QNR, hein, donc voilà. Les 2 autres outils que je voulais vous montrer, évoquer avec vous, c'est il y a plein d'outils qui permettent de faire des choses un peu plus funky. Donc, si vous voulez faire de l'intelligence artificielle vous-même, généralement, c'est les équipes qui veulent faire de l'IA, elles ont un peu les compétences en interne, quoi. Mais sachez qu'il existe des outils pour entraîner vos propres algorithmes d'intelligence artificielle sans code. Donc ça, c'est quand même assez fort, quoi. Si vous voulez faire un prototype d'un truc qui reconnaît des visages, qui reconnaît des mains, qui fait des prédictions sur des calculs de feuilles Excel, etc., c'est possible de le faire sans coder. Donc on a des startups auxquelles on a recommandé ça. Si vous voulez construire un assistant vocal sur Alexa ou des choses comme ça, c'est pareil, pas besoin de coder. Vous pouvez construire votre assistant vocal, le déployer sur Alexa. Voilà. Les outils pour ça, c'est rigolo. Allez voir Teachable Machine. C'est un outil de Google qui démocratise le deep learning et qui vous permettra de lancer votre algorithme de reconnaissance en vraiment 10 minutes. Il y a différents studios, Azure Machine Learning Studio, il y en a quelques-uns sur Amazon aussi, etc. L'outil pour faire son propre assistant vocal sur Alexa ou Google Home, c'est Get Voice Flow. Voilà, donc allez-y. Si vous avez envie de prototyper un truc d'IA, contactez-nous, envoyez-nous un message, on vous redirigera vers le bon truc. Voilà. Et enfin, dernier truc, c'est assez utile parfois. Si vous voulez prototyper du hardware, mais encore une fois, généralement, les équipes qui veulent faire ça s'y connaissent un petit peu, ou accélérer, ou avoir des outils pour prototyper plus vite le software en général. Donc, quel framework utiliser quand j'ai vraiment besoin de coder quelque chose, mais je veux aller plus vite que si j'utilisais React et Node.js, par exemple. Il y a plusieurs choses que je recommande. Il y a déjà bien connaître Raspberry Pi, Arduino. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des micro-ordinateurs qu'on peut coder très facilement pour avoir à 40 € son petit objet connecté qu'on a construit soi-même. Il faut savoir qu'il y a des boîtes qui ont déjà eu 100 clients opérationnels sur ce genre de truc-là avant de songer à l'industrialisation du prototype. Hein, voilà. Donc le hardware, en fait, c'est assez facile de commencer, mais là, ça nécessite du code, tout ça. Hein. Il y a des boards Arduino qui coûtent beaucoup moins cher que ceux existants en ligne et qui ont déjà des fonctionnalités supplémentaires comme le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Donc ça, ça prend du temps à trouver, mais une fois qu'on l'a, ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et enfin, ça c'est la petite finish pour les techs. Moi, j'utilise toujours Meteor.js pour coder des prototypes ou les premières versions des applications. Sans React, donc avec le framework Blaze, ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite. Et au lieu de passer une semaine à configurer des choses, en 2 jours, vous avez votre app avec des comptes utilisateurs, de la réactivité de temps réel, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal pour faire un premier prototype à tester plutôt que d'investir tout de suite dans les trucs compliqués. Voilà, donc je réponds à vos questions. Il y a beaucoup d'informations, je sais, on vous enverra la presse et la vidéo. De toute façon, tous les liens sont dans la toolbox de Start the Fuck Up. Et voilà, donc maintenant je réponds aux questions. Merci beaucoup. Donc Nicolas dit pas de questions, mais ça serait top de prendre un use case et de rentrer en profondeur dans les outils utilisés, les interactions, et tout à fait. Mais du coup, ça en fait, c'est du coup, ça c'est ce qu'on fait avec les entrepreneurs qu'on accompagne avec Flash. C'est-à-dire qu'on va qualifier leurs besoins, comprendre ce qu'ils veulent faire comme innovation et passer une demi-journée à le configurer avec eux dans les détails. Si vous voulez voir un use case complètement détaillé sur Airtable, Zapier et Notion, la vidéo elle dure 2 heures. Et elle est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc là, vous rentrerez dans le détail de comment on peut construire une marketplace automatisée un petit peu, enfin voilà, des choses comme ça avec Airtable et Zapier. Il y en avait qui avaient mentionné des outils d'agenda, agenda électronique avec un système pour booker les rendez-vous.
Il faut savoir qu'il y a plein d'outils différents d'agenda, que ce soit des plugins pour WordPress ou des choses différentes. Donc ça, c'est un peu difficile de benchmarker. Les outils sont un peu techniques. J'en ai mis en place pour la PHP récemment. Moi, il y a Calendly qui est pas mal, mais voilà, ça c'est un truc qu'il faut benchmarker pas mal. Ça dépend si vous êtes sur WordPress ou pas, qu'est-ce que vous voulez faire exactement, etc. Il y a Calendly qui est pas. Ok, David, est-ce que tu vois des questions dans le chat auxquelles je n'aurais pas répondu? Parce que je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le chat en fait. Non, 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 j'ai essayé de répondre pour toi Ok, pendant merci, merci. tout le truc, t'inquiète. Voilà, donc j'espère que c'était utile. N'hésitez pas si vous avez des cas, des conseils, des trucs plus précis où vous demanderiez comment configurer les différents outils pour que ça marche. On vous répondra. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous poser les questions là dans le Q&A ou dans le chat. C'est maintenant qu'on peut y répondre là dans un peu les dernières minutes, le temps additionnel. Voilà, c'est important. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et pour mettre un petit mot sur Flash, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais voilà, c'est notre programme d'accompagnement. On recrute pas mal, c'est cool. Ça dure 5 semaines, on vous accompagne sur votre projet. Voilà. Donc, n'hésitez pas à postuler sur le site stfu.pro/flash et on vous fera un call pour comprendre un peu si on peut vous aider. Et si c'est OK, on vous aidera avec tous ces outils et bien d'autres choses. Alors, est-ce on connaît des outils type Iconosquare ou Buffer gratuits? Alors, ah oui, pardon, je n'ai pas mentionné le côté prix. Souvent, il y a des gens qui veulent des outils gratuits, mais gratuit signifie pas forcément bien en fait. Donc, bon, souvent, ils ont un plan gratuit pour commencer. On tente de répertorier que des outils qui permettent de commencer gratos, mais des fois, vous n'allez pas pouvoir y échapper, il faudra payer. Et en fait, comparé à un jour un développeur, vous serez généralement rentable, quoi. Souvent, ça coûte 10, 20, 30 dollars par mois. Ce n'est pas non plus des trucs de malade, quoi. Donc, si tu as un vrai besoin, l'investissement, il est quand même léger par rapport au service que ça t'apporte. Ouais, moi, au début, quand j'étais junior, parce que j'ai fait quand même beaucoup de conneries, quand j'étais junior, c'est ça que je me disais. Donc, je préférais coder les trucs moi-même parce que je me disais, mon temps, il est gratuit. Je peux coder le truc et je ne vais pas payer. Et en fait, c'était une erreur grave, vraiment très, très grave, parce que ça a fait perdre grave de temps à la boîte, quoi. Euh, alors Iconosquare, là je suis sur la page, je vois pas forcément ce que c'est. Oui, c'est comme Buffer, des choses comme ça. Alors tout ce qui est des outils de social media management, c'est des outils en fait de scaling. C'est fait pour des PME ou des boîtes déjà en activité qui ont déjà plusieurs réseaux qui veulent gérer ça. Nous, on n'intervient pas là-dessus. On n'intervient que sur l'innovation, les nouveaux services et nos trucs. Donc ces outils-là, on les connaît, on n'utilise même pas nous en interne alors qu'on a déjà quand même beaucoup de trucs marketing. Et c'est plus des outils de gestion interne, donc ça, on ne connaît pas bien. Je vous encourage à vous rapprocher d'experts en social media marketing, des choses comme ça. Mais après, il y a Hootsuite. Hein. Oui, j'ai pas dit, mais il y a Hootsuite qui me semble un plan gratuit, qui est compétiteur de Buffer. À l'époque, Mansour demande combien coûte l'accompagnement. Alors, on a deux types d'accompagnement. On a nos promotions là, de primo, voilà, des gens qui veulent se lancer dans l'innovation, qui hésitent, qui veulent une formation sur mesure avec nous pour se lancer, qui part un petit peu de zéro, qui couvre tous les sujets de l'innovation, de la stratégie jusqu'au prototypage, jusqu'au déploiement, qui s'appelle Flash. Ça coûte 2 900 €. C'est marqué sur le site. Après, certains entrepreneurs viennent nous voir avec déjà une première idée, des premiers prototypes déjà avancés et un besoin déjà un peu plus précis de ce qu'ils veulent faire, que ce soit en tech ou en accès au marché. Et là, du coup, c'est des propositions sur mesure suivant les besoins des personnes. Céline, quel est le coût de transition d'une solution de construction de site Internet à une autre? Peut-on faire du reuse d'une solution à une autre?
Alors, ça, c'est une bonne question, tout à fait. Alors, il y a effectivement, imaginons que vous avez déjà investi sur Wix, quelque chose comme ça. Donc là, vous allez dire, ah ben non, mais Wix, c'est nul, c'est trop compliqué, ça nous fait perdre du temps. On va tout transférer sur WebHub, par exemple. D'accord? Eh bien, en fait, ça va être très facile. Devez juste être sûr que les URL correspondent bien. D'accord? Donc, pour des sites qui ont entre 1 et 10 pages, ça se fait assez bien, voire même jusqu'à 20, 30, 50 pages. Il faut juste un peu structuré. Et voilà. Et ensuite, vous allez devoir tout simplement tout copier-coller à la main. Ça va être un peu long et chiant, mais ça, c'est voilà. Mais vous allez devoir un peu tout copier-coller sur le nouveau système. Et ensuite, vous allez faire le changement d'URL. Et tant que le contenu de votre site est le même, globalement, et ben Google, vous n'allez pas perdre de points dans Google, il n'y aura aucun problème de réindexation, de choses comme ça, et tout va se passer de manière très simple. Le problème arrive quand vous avez investi dans un WordPress avec un site web de contenu où vous avez des centaines d'articles ou des choses comme ça, et que là, vous voulez par exemple partir de WordPress pour aller sur Drupal, ou l'inverse, partir de Drupal pour aller sur WordPress. Là, on rentre dans des projets IT très complexes à gérer pour ne pas perdre, c'est sur des boîtes déjà établies généralement ça, pour ne pas perdre le trafic, et sur ne pas perdre en performance. Donc là, c'est des problématiques IT un peu plus longues à mettre en place. Et la question sur le reuse, j'ai pas bien compris ce que tu entendais par là. Je... Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas du coup. Bah écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on va mettre fin au live. De toute façon, tout est enregistré. On enverra la vidéo YouTube par email ce soir ou demain. Vous inquiétez pas, ça arrivera. Vous pouvez tout revoir. Voilà, on était full pour ce webinar. C'est-à-dire que j'ai reçu plein de messages de gens qui n'ont pas pu se connecter. Donc, ça se trouve, on aurait pu être 200. L'histoire ne le dira pas. Donc, c'est très cool. Bravo à toi, Mika. Merci à tous. Si vous avez une dernière question, c'est maintenant. Sinon, on va mettre fin au webinar. Merci à tous et à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site en postulant un flash si vous avez un projet et que vous voulez être accompagné ou vous avez besoin de conseils. Voilà. À très vite. Donnez-nous aussi des retours sur le webinaire si vous avez trouvé ça super clair, trop compliqué. Voilà. Dites-nous tout, notamment sur LinkedIn en message privé à moi ou à Mika, ça sera top. Merci à tous et à bientôt. Salut!